Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci beaucoup pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci surtout pour le partage. Alors très chers frères et sœurs, les accords de paix venaient d'être signés. Moi, j'étais très occupé la semaine. Même quand j'étais en train de suivre ces accords, la dernière vidéo que j'ai faite, je l'ai faite jusque, je crois, 2 heures du matin, l'heure d'Allemagne. Là-bas, je crois même 3 heures du matin. Donc, là-bas, chez vous, là-bas, c'est vers 2 heures du matin. Alors, et c'était pas, je ne sais pas si c'était vraiment élaboré, mais j'avais pas ni le temps de lire les accords, ni le temps de suivre toutes choses. Alors, aujourd'hui, hier, après que j'ai été à l'église, parce que on avait un séminaire à l'église, j'ai pris le temps de lire les accords, et ces accords-là sont maintenant, tout au moins l'accord et les articles des accords. Et c'est à propos de ça que je voulais vraiment partager avec vous maintenant là-dessus. J'aimerais partager mes propres impressions avec nous. C'est pourquoi je vous prie. Vraiment, moi je fais seulement des analyses. Et quand moi je fais des analyses, vraiment je n'ai pas d'état d'âme. Je prends l'engagement de dire la vérité. Alors, je vous prie de partager cette vidéo, de la commenter et vraiment faites un effort. Je vous prie que ça arrive très loin même chez les négociateurs. Parce que j'ai l'impression, ça peut nous aider. Alors, avant de tout commencer, je dois dire certaines choses qui doivent être importantes avant de commencer. La première des choses, c'est que j'ai regardé toutes les interviews de Madame Kaikwamba. Vous connaissez, c'est une femme que je trouve comme une héroïne. C'est vraiment quelqu'un qui aime notre pays. Alors, j'ai suivi toutes ces interviews. J'ai suivi son interview, tout ce qu'elle a fait au département d'État, à la Maison-Blanche, l'interview aux États-Unis, l'interview avec la RTNC. J'ai suivi aussi l'interview avec la BBC. Alors, vraiment, j'ai suivi toutes ces interviews-là. Alors, je ne pouvais pas commenter ni analyser. C'est un principe avec moi. Quand il y a quelque chose d'aussi important, je prends du temps et puis un peu d'éloignement pour m'éloigner, pour vraiment m'imprégner de faits et commencer à réfléchir froidement là-dessus. C'est pourquoi je ne voulais même pas parler des fameux accords. Je n'avais pas lu, je n'ai pas regardé la télé. Donc, depuis les vendredis, si les gens font des émissions, je n'ai pas regardé. Pourquoi je n'ai pas regardé? Parce que je ne veux pas me faire influencer. Moi-même, je dois me faire ma propre opinion. C'est pour cette raison que j'ai fait même cette vidéo. Vous devez vous faire votre propre opinion. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous ne raisonnons pas comme au Rwanda par procuration. Nous avons les têtes pour réfléchir. Alors là, moi, je venais de lire ces accords hier. J'ai relu ça aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je voulais partager avec nous aujourd'hui mes propres analyses. Alors, vous savez que moi, je soutiens à 100% le président de la République. Je ne crois pas à la démocratie, je crois que c'est Dieu qui a mis le président de la République là où il est. Je prie pour le président de la République, je prie pour le Congo et je veux même que le président continue. Donc, parce que moi je pense que Dieu l'a mis là-bas avec une mission quelconque pour accomplir cette mission-là. J'ai toujours dit, moi je crois à la bonne gouvernance, donc s'il gouverne bien, il gère bien les affaires, il peut longtemps rester là-bas au pouvoir, ça ne me dérange même pas. Donc, je suis un soutien vraiment du président de la République. Ça, il n'y a rien à changer. Alors, d'autre part aussi, je suis quelqu'un qui vraiment tient à Madame Kaikwamba. C'est l'une des personnes
que nous avons dans notre République qui vraiment aime le Congo et veut voir le Congo gagner. Je comprends aussi la complexité de tous ces accords et je comprends aussi combien c'est difficile. C'est pour dire que je ne suis pas plus intelligent, plus sage, plus expérimenté. D'ailleurs, je ne comprends peut-être pas vraiment les méandres ou tout au moins les contextes dans lesquels ces accords ont été signés et il y a beaucoup de sous-attendus. Il y a beaucoup de sous-attendus et dans ces sous-attendus-là, moi je ne sais pas. Mais tout au moins, parce qu'ayant dit tout ce que je viens de dire, ça veut dire que je respecte les gens qui sont allés négocier, je respecte leur patriotisme et tout ça, mais on doit regarder cet accord froidement et moi je dois dire la vérité. C'est que moi je pense être la vérité. Autrement dit, je n'ai pas la boule de cristal, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas dans la vérité absolue, mais tout au moins, je dois partager avec vous ce que je pense être la vérité. Alors, moi personnellement, je pense quand je vois ces accords, et c'est là où ça commence à être un peu dur, à être dur. Quand je regarde tous ces accords du début, du préambule jusqu'au dernier article, je ne sais pas si on les appelle comme ça, de cet accord, c'est comme si les Congo a capitulé. Il faut qu'on se dise les choses. C'est comme si les Congo a capitulé et le Rwanda a gagné la guerre. Autrement, c'est comme si c'est le Congo c'est comme si c'est le Congo qui a agressé le Rwanda. Donc, les rôles sont inversés. C'est comme si c'est le Congo qui a agressé le Rwanda. C'est comme si toute la charge, toutes les obligations sont du côté de la République démocratique du Congo. Il y a peu d'obligations du côté du Rwanda. Alors, c'est ce que je vois dans cet accord. C'est pourquoi je commence par dire les choses comme ça. Alors, je ne sais pas si... parce que quand je vois les interviews de Mme Kaikwamba, c'est quelqu'un de très intelligent. Je sais comment elle communique. Je sais comment elle communique. On lui a posé la question, beaucoup de questions sur l'impunité. On lui a posé la question sur les garanties. On lui a posé la question sur les garanties de cet accord. On lui a posé la question sur l'impunité et puis surtout pour les gens qui sont à l'Est. Qu'est-ce que les gens ont gagné? Alors, la Madame Kaikwamba, telle que je la connais, n'est pas à mesure de dire telle chose. Nous avons gagné de cet accord. Telle chose nous avons gagné de cet accord. Telle chose nous avons gagné de cet accord. Alors, généralement, à communication, quand on commence à beaucoup expliquer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça, en général. Quand vous commencez à expliquer, et je le vois, c'est bien, elle a dit, il y a les accords qui sont là, tout le monde peut lire, elle donne des interviews, mais vous allez voir que ces interviews-là, quand on pose des questions difficiles, même les gens de la RTNC, vraiment, c'est pas une, deux, trois, quatre choses, voilà ce qui s'est passé. On nous dit, on nous apporte dans les méandres de tout ça, et c'est ça la difficulté. C'est pourquoi maintenant, je vous donne 7 points où je pense que ces accords-là ne sont pas encore, doivent être au moins, à mon sens, on doit encore bien nous éclairer pour qu'on comprenne parce que vraiment, je ne comprends rien. Je comprends tout, mais je dis, l'impression que j'ai est que le Congo n'a rien reçu de ces accords-là. La première des choses, c'est le problème de la question du M23 AFC. Alors, dans les accords, le M23 AFC a été nommé. Dans les accords précédents, même de principe, le M23, c'était seulement une ligne. Cette fois-ci, on nomme le M23 AFC dans les accords. Et on a laissé beaucoup d'espace dans ces accords-là pour venir intégrer même les accords qui seront signés entre le M23 et les AFC et le gouvernement. Et là, c'est un grave problème. Pourquoi? Parce que de ces accords,
les M23 devaient sortir affaiblis. Mais j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, il ne faut pas venir me crucifier, j'ai l'impression que le M23 ressort à cause des accords qui ont été signés là-bas à Washington, regaillardi, ou tout au moins en position de force. Voilà, c'est ça, c'est ce que moi j'ai vu. Et d'ailleurs, je vais vous dire dans les observations pourquoi même ils sont en train de jubiler. Alors ça, c'est la première des choses. Parce qu'il n'y a pas de désarmement. Il n'y a pas. Alors, je venais de dire qu'il y a beaucoup de sous-attendus. Alors, les sous-attendus peut être qu'une fois, parce que dans les 90 jours qui vont suivre, il faut qu'il y ait des armements, il faut qu'il y ait des engagements. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ça va se passer. Est-ce que l'histoire des FDLR, ça va se finir tout de suite et puis tout à coup, les Rwandais partent et aussi les M20, je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup encore de sous-attendus, mais la lecture simple, telle que le texte est, les M23 venaient de recevoir vraiment un cadeau, une passe en or. Une passe en or. D'ailleurs, une passe en or, on peut peut-être louper l'occasion, mais sinon, vraiment un grand avantage dans cet accord. Alors, il ne faut pas qu'on se l'air, il ne faut pas qu'on se cache. D'ailleurs, il ne faut pas venir m'expliquer les choses, parce que quelquefois, les gens pensent que nous sommes de fous. Hein? Il ne faut pas venir m'expliquer. Moi, j'ai lu ces accords-là, j'ai compris. Je n'ai regardé aucune émission, j'ai compris que le M23 a gagné dans cet accord. Alors, non pas seulement le M23 a gagné, il y a la question des garanties, parce que là aussi, qui va garantir les applications de l'accord? Alors, madame a dit, les États-Unis avec sa force diplomatique. Là aussi, c'est un problème, à mon sens. Il fallait que ça soit clair quels sont les mécanismes qui vont conduire à l'application de cet accord et quand les accords ne sont pas exécutés de la bonne façon, qu'est-ce qui va arriver? Alors ça aussi, c'est un problème. Un autre problème, ce que je vois là-bas, c'est la question de l'impunité. Alors, madame dit que tous ces accords-là n'ont pas été signés dans le vide parce qu'il y a d'autres processus qui vont peut-être le processus d'Arusha. Il a parlé aussi de la Cour, la Cour internationale de droits de l'homme, je pense. Excusez-moi si je pense, qui est en Suisse et qui ont ouvert des enquêtes au niveau. Et ça c'est la question principale même. Pour moi, vraiment, c'est la question même pas négociable. Parce que si on laisse cette histoire d'impunité, il ne peut pas, ça ce sont les principes, il ne peut pas avoir de paix sans qu'il y ait des réconciliations de paix. D'ailleurs, c'est le problème même avec la CENCO. On ne peut pas faire ça et laisser ces gens-là vraiment impunis, les blanchir et tout ça. Et là, dans ces accords, pas question. On a parlé du M23 et tout ça, mais donc toutes les questions qui fâchent ont été enlevées de ces accords. Mais tout ce qui est concept, et ça, c'est une déception, à mon sens. Ok, moi, je ne sais pas, vous voyez peut-être les choses autrement. Après, je vais suivre beaucoup d'émissions, mais moi, je vous donne mon point de vue, ça, vraiment brut. Alors, ça, c'est quelque chose qui manque. Il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien dans ce sens. Alors, madame dit qu'il y aura peut-être dans les accords, on ne met pas tout, ce qui est vrai, mais si c'est une question qui est importante, si c'est une question vraiment centrale pour vous, on doit trouver ça dans les accords. Le Rwanda, l'histoire du M23, c'est une affaire centrale. On a trouvé ça dans les accords. Pourquoi nos problèmes qui sont centraux, les problèmes auxquels nous, République démocratique du Congo, tenons, on ne les trouve pas dans ces accords? C'est ça la faiblesse de cet accord. Alors, moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de réconciliation et oublier les victimes, les tueries, les viols et tout ça qui se sont passés là-bas à l'Est. Ce n'est pas résolu, ce n'est pas ici. Donc, il y aura absolution. Tout au moins, on va négocier ça peut-être à Doha, je ne sais pas. Mais si on analyse ces accords, il n'y a pas ça. Alors, une autre question qui n'a pas... c'est la question de mixage
des brassages et mixages. Ok, ça c'est la seule chose dans les accords où je trouve les gouvernements ont fait une certaine concession. Dans le sens, si on a mis des conditions, on va faire ça au cas par cas. Or, vraiment, si on a dit on va faire au cas par cas, il y a une condition et des choses comme ça, ok, je peux accepter cela, mais dans ces cas-là, là aussi on a fait une grande concession. Alors, un autre problème, c'est ce problème d'intégration régionale. Au fur et à mesure, je suis en train d'écouter et là, je recoupe tout. Cette histoire d'intégration régionale va devenir un grave problème pour notre gouvernement. Parce que je ne pense pas que les Congolais vont accepter ça. Parce que là, madame nous dit il faut des mesures de confiance et tout ça, mais dans les accords tels que j'ai écouté même à la Maison Blanche, en tout cas, cette histoire d'intégration régionale va devenir aussi, c'est à l'avantage du Rwanda. Il faut qu'on se le dise, c'est à l'avantage du Rwanda. Nous, on n'a pas besoin de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda qui a besoin de nous. Et le Rwanda a tout reçu dans ce sens. Ça veut dire que prochainement, quand ils vont se rencontrer, on s'est serré la main là-bas. Madame Kaikwamba a serré la main de monsieur Olivier Nduhingihire. Ils ont gagné parce qu'avant, il n'y avait pas de poignée de main. Ça veut dire que ce problème-là est réglé. Après, on va aller, mais le président Félix Antoine Tshisekedi et Kagame vont aller avec beaucoup d'autres Africains. On se donne les mains, on chante Kumbaya, et tout ce qui s'est passé. Et après, on recommence encore à faire les affaires comme avant. Hein? Et même en faisant ces affaires-là, les Rwandais doivent venir investir. Non, maintenant, il ne faut pas venir nous dire non. C'est ça, logique. Quelquefois, j'ai vraiment pitié de nous-mêmes. Parce que quelquefois, on ne veut pas se regarder dans la glace et dire ce qui se prépare, ce n'est pas une bonne chose. Alors, dans ces cas-là, hein, et puis il y a un piège dans ces accords-là. Il y a un piège. Le piège, c'est les FDLR. Le piège, c'est cette histoire du M23. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que, qui va dire, on a dit non, je ne sais pas si ça va être simultané, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo chasse les FDLR, et puis le Rwanda enlève ses mesures défensives. D'abord, que ces mots-là, mesures défensives, se trouvent dans ces accords. Quand je lisais les préambules, là, j'étais déjà découragé. Parce que le Rwanda ne reconnaît pas tacitement la présence de ces troupes en République démocratique du Congo. Et c'était ça le principe, le Rwanda des troupes en République démocratique du Congo. Là aussi, on a tellement cédé. Oh, c'est un mot peut-être simple. Non, ce n'est pas un mot simple. C'est pas un mot simple. C'est pourquoi je parle du piège. Parce que souvent, quand on parle, ce sont les mots. Quand ça devient écrit, ça devient une autre chose. Madame Kaikwamba elle-même a dit, ces accords-là sont binding. Ça nous engage, nous, et ça engage aussi le Rwanda. Maintenant, qui va déterminer qu'il n'y a plus de FDLR en République démocratique du Congo? Est-ce le Rwanda? Est-ce les États-Unis? Est-ce la France? Qui va déterminer cela? Qui va déterminer cela? Donc, les Rwandais peuvent aujourd'hui dire non, il y a encore des FDLR en République démocratique du Congo. Nous avons signé des accords, vous devez les remplir. Et ça devient encore... Et d'ailleurs, vous connaissez cette guerre, ça cause les Rwandais et les M23 disent nous avons signé des accords, on ne les respecte pas. On va encore venir dire on ne respecte pas les accords. Donc, ça continue. Alors, c'est pour cette raison, c'est un piège. La même chose avec les M23. Si le M23 dit, vous ne me donnez pas de dollars national, vous ne me donnez pas l'impunité, vous ne me donnez pas comme ça, ils peuvent dire, nous, on ne désarme pas parce que le gouvernement doit nous donner ce qu'on leur demande et ils ne nous donnent pas. Et c'est ça un piège. Ça veut dire que la guerre peut continuer. Ça veut dire, et c'est pour cette raison, je pense que c'est nécessaire de parler de ceci. Quelle est ma motivation? Ma motivation, comme je venais de dire, ce n'est pas de critiquer les gouvernements, ce n'est pas de critiquer les gens qui sont allés négocier.
Mon inquiétude est qu'il y a encore... C'est ce qui venait d'être signé, c'est comme les premiers rounds, c'est comme la première mi-temps. Donc, tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Parce qu'il y a les accords de Washington, ou les accords, ou de Trump, accords comme lui voulait, qui seront signés à Washington, qui seront paraphés là-bas. Maintenant, si les accords de Doha, si les accords de Washington, on négocie comme on a négocié dans ces accords ici, dans l'accord de paix, nous sommes dans une grande merde. Je veux répéter cela parce que moi, je ne veux pas mettre de l'eau dans la bouche. Je dois boire d'ailleurs quelque chose. Si les accords de Washington se négocient de la même façon que ces accords ici, nous sommes dans la merde. Nous allons tout perdre. Le Rwanda a gagné. Point trait. Mais si on s'est ressaisi pour bien négocier là-bas à Washington, à Doha, n'est pas vraiment tout donné C'est ça ma difficulté. Quand est-ce que nous, on va arriver à dire « niet, ça c'est la ligne rouge ». Alors, chaque fois, nos lignes rouges, on pousse, on est en train de pousser toujours, on fait tellement des concessions, on va de concession à concession. Quand est-ce que nous, on va arriver à dire non? Je ne sais pas. On va toujours, on est en train toujours de déplacer les bornes. Je comprends, la paix n'est pas facile. Il faut en payer un prix. Je comprends que c'est une paix négociée. Mais cette fois-ci, si je dois être honnête avec vous, si je parle à terme de pourcentage, le Rwanda a eu à peu près 70 à 80%. Nous avons eu seulement 20%. C'est ce que je veux dire là. À part cette histoire d'intégrité territoriale, à part cette histoire de souveraineté, et au fur et à mesure même que le Rwanda est sur notre territoire, il n'y a pas de souveraineté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et à part cette histoire peut-être de désengagement, les mots est fort. Cette fois-ci, quand on parle de désengagement, les mots est vraiment très fort dans le sens où c'est un langage militaire. C'est-à-dire que les militaires veulent quitter la République démocratique du Congo avec armes et munitions. Mais qu'est-ce qui va se passer du désarmement? Donc, vous comprenez que vraiment, si on négocie comme on a négocié dans cet accord, nous sommes perdants. Là, je ne suis pas en train de jouer, je vous dis tout simplement la vérité. Ça, c'est la vérité. Ok, la vérité, elle est toujours relative. Hein? Vous comprenez qu'elle est relative, elle n'est pas absolue, mais tout au moins, ça découle de mes propres lectures d'analyse, des analyses que je vais faire. Alors, tout simplement, j'observe pour que vous compreniez pourquoi ce que je dis est peut-être relativement vrai. Vous allez voir que dans les derniers temps, on a commencé à attaquer Mme Kayikwamba. J'ai été surpris que les gens du M23, les gens même du PPRD, il y avait même un article, on attaque Mme Kayikwamba dans Congo CD ou je ne sais pas quoi. Actualité CD, je pense. On attaque Mme Kayikwamba comme c'est elle qui bloque les accords. Nous, on négocie. On va négocier et puis elle va bloquer. Et je savais il y a quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas. Je me pose la question. Parce que je connais comment cette femme-là parle et comment elle communique. Je suis habitué à savoir ça, c'est le langage dans ces accords ici. Je n'ai pas retrouvé le langage de Mme Kayikwamba. Alors, je me pose même la question, qui est allé négocier à sa place? Je ne retrouve pas son timbre, je ne retrouve pas ses marques. Excusez-moi. Alors, parce qu'on doit être honnête. Alors, j'ai constaté ça. Quand la Senco ECC commence à jubiler, vous savez que vous avez déjà perdu. Mais ce Scholl a dit quelque chose, les accords qui venaient d'être signés nous donnent raison.
Non, elle a dit ça dernièrement dans sa sortie. D'ailleurs, ils ont dit que là, maintenant, leur voix devient même une voix royale et que non, et on n'a pas une crise, non pas seulement politique, mais on a une crise diplomatique, on a une crise sécuritaire. Vous comprenez, quand ces gens-là, mais ces Scholl commencent à... Et mais j'ai dit même Bahati, il commence à jubiler. Vous savez que vous êtes dans la merde. Les gens encore qui ont jubilé, ce sont les M23. Quand les gens du M23 jubilent, d'ailleurs, ils commencent à se moquer de nous. Vous avez dit tout ça à partir du 27 et du 28. Aujourd'hui, nous sommes peut-être le 29. Nous sommes toujours là. Les gens qui disaient, vous savez que vous êtes dans la merde. Vous n'avez pas gagné. Alors, quand les Rwandais eux-mêmes, quand le Rwandais jubile, vous êtes déjà dans la merde. J'ai vu ça aussi au Rwanda. Donc, il n'y a pas de provision dans ces accords qui sont favorables ou qui sont défavorables au Rwanda. Il n'y a pas de provisions qui sont vraiment défavorables au Rwanda et ses supplétifs du M23, AFC, SENCO, ECC. Rien. Parce que si on parle d'intégrité territoriale dans les accords, c'est partagé. Ça veut dire que nous, quand on parle d'intégrité territoriale, nous, on doit garder notre territoire. On doit respecter aussi l'intégrité territoriale. C'est réciproque. C'est réciproque. Alors, maintenant, quand on parle de pacte de non-agression, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur. Alors, quand on parle d'intégration régionale, ça concerne tout simplement coopération économique, régularisation des relations diplomatiques et tout ça. Alors, si nous, on doit vraiment, et d'ailleurs, même quand vous voyez que la France, Macron a parlé, quand vous voyez cela, que Macron a parlé, Macron même invite pour aller faire maintenant une conférence sur le don. Vous savez que non, cette histoire ne nous profite pas. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Aïe, 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 aïe. Alors que le Rwanda, dans ces accords-là, a mis quelque chose. Il faut qu'il y ait des dialogues entre le gouvernement et l'AFC M23. Et dans ces accords, on ne condamne pas le Rwanda, on ne condamne pas l'agression du Rwanda. Donc, le Rwanda continue au travers de ces accords et comme d'une certaine manière, au travers de AFC M23, le dialogue gouvernement AFC M23 et même le dialogue entre SENCO et ECC en République démocratique là-bas à Kinshasa, le Rwanda continue d'influencer la politique intérieure de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est inacceptable. C'est ce que nous, on voulait que ça finisse. Mais le Rwanda continue. Ces accords n'ont pas mis fin à cela. C'est ça mon observation. Autrement, le Rwanda, les AFC M23 ne sont pas une pression et n'est pas affaibli du tout. Alors, la méthode des Américains, c'est la méthode top-down. Hein? Alors, moi, je suis pour cette méthode. Vous savez, ils ont dit, je suis pour la méthode. Seulement, je suis pour la méthode. Ils ont dit 2 semaines, 2 mois maintenant, 3 mois. Donc, vraiment, c'est séquencé et on voit que vraiment, ils tiennent à cela. Et ça, c'est bien top-down. Donc, ils sont venus pour imposer la guerre. Et je comprends pourquoi ils ont fait ça, pourquoi la méthode top-down, imposée, qui vient d'en bas, d'en haut vers le bas, et vous devez faire. Donc, ils ont utilisé leur puissance diplomatique et tout ça. Alors, ça, je comprends pourquoi, parce que c'est une guerre qui dure 30 ans. Il y a beaucoup de complexité, beaucoup d'intermédiaires. Hein? Je ne sais pas. C'est plutôt comme Mme Kaikwamba l'avait dit. Si c'était facile,
on aurait réglé ça depuis très longtemps. Donc c'est ça même ce qui anime les Américains. Donc, on va voir ce que ça va donner dans 90 jours. Alors, ils veulent finir avec la guerre. Ils veulent mettre le pacte de non-agression entre la RDC et le Rwanda en marche. Il y a quelque chose dans ces accords-là qui est vraiment ce qu'ils ont appelé shared growth, la croissance partagée. Alors, cette croissance partagée, ça c'est le langage américain, ça parle des investissements des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est la même chose que ce que Nicolas Sarkozy est venu dire, vous n'avez partagé nos richesses avec le Rwanda. On ne vient pas me dire autre chose. En tout cas, il ne faut pas venir me dire autre chose. Ça, c'est ce qu'il y a là-bas. C'est pourquoi ça profite au Rwanda. Le Rwanda a compris. C'est nous qui voulons faire comme si on n'a rien compris. C'est comme si, je dis, si on négocie de la même façon, les dialogues, dans les accords de Washington et les Doha, nous sommes perdus. Je n'ai pas mis de l'eau. Moi, je n'ai pas de problème parce que je serais déçu. Mais je ne sais pas comment, si le président va entrer dans l'histoire de cette façon-ci. Je ne pense pas. Alors, cette histoire d'intégration régionale et tout ça, c'est ce que je veux dire ici parce que je vais gagner le temps. Pour eux, ils veulent imposer que les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo deviennent à nouveau fluides. C'est ce qui a conduit à la poignée de main. Mon sentiment est que Mme Kaikwamba ne voulait pas encore serrer la main de ces messieurs-là. Mais ce sont des accords, ce sont des principes. Alors, ce sont serrés. La même chose à Washington. Le président de la République va devoir serrer la main de messieurs Kagame devant d'autres chefs d'État africains. Alors, c'est vrai que la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda nous a été imposée. Donc, les États-Unis nous ont imposé cette paix-là. Nous, République démocratique du Congo, eux, le Rwanda. Mais dans la vérité, le Rwanda s'en sort mieux dans ces accords que nous, la République démocratique du Congo. Il y a plus d'obligations du côté de la République démocratique du Congo qu'il y en a du côté du Rwanda. Jusque-là, je n'ai pas encore vu des obligations. Alors, c'est ce qui conduit à poser la question de savoir à quel est le prix que nous devons payer pour avoir, quel est le prix que le Rwanda a payé pour avoir agressé la République démocratique du Congo, avoir tué, avoir violé, avoir pillé, volé en RDC. Quel est le prix? Quel est le prix que le AFC M23 paye? Madame Kaikwamba disait ceci quand elle était ici en Allemagne. Les victimes sont congolaises, les femmes violées sont congolaises, la guerre se passe au Congo. Alors tout se passe au Congo, mais quelle est la conséquence? Qu'est-ce que le Rwanda paye pour cela? Alors je vois, c'est comme si dans les accords, c'est plutôt la guerre se passe au Rwanda et nous Congolais, nous tuons le Rwanda, nous violons le Rwanda et tout ça. Donc les rôles, la victime est devenue vraiment le bourreau dans ces accords. Excusez-moi d'être clair. Il faut m'excuser d'être clair. D'où la question de savoir, on disait toujours, Monsieur Ndeko Eliezer, yo banda koloba, bisonyos to banda koloba. Cette guerre ne doit pas se finir comme les autres guerres. Mais j'ai l'impression qu'elle est en train de se finir comme les autres guerres. Parce que je ne vois pas la différence entre ces accords et les accords précédents. Je ne vois pas. En tout cas, venez me montrer qu'il y a une différence. Venez me montrer que cette guerre va finir autrement. Venez me le démontrer. Parce que notre posture avant d'aller signer ces accords était: et on ne peut pas signer aucun accord tant que les militaires rwandais sont sur le territoire congolais. Maintenant, cette provision-là, ou tout au moins cette ligne rouge a été complètement enlevée. Les accords ont été signés. Je ne sais pas, hein?
Euh, Naïveté, vous pardonnez, je suis en train de délirer un peu. Euh, vous savez, Madame Kaikwamba, elle est dure. Moi, je ne sais pas, je peux la lire, je peux la comprendre. Elle veut gagner. Elle veut voir le Rwanda payer un prix. Elle veut voir les AFC M23 payer un prix. Ce n'est pas pour rien qu'on s'attaque à elle. Je vous dis vrai, je n'ai pas retrouvé ces empreintes dans ces accords. On lui avait demandé la question à Washington. Quand on a signé ces accords, ton langage corporel, c'est comme si vous n'étiez pas content. Regardez l'interview. Il y a un monsieur, alors elle a dit non, il ne faut pas lire beaucoup dans les langages corporels. C'était la vérité. Et pourquoi cela? Peut-être parce qu'elle n'est pas convaincue que le Congo a gagné quelque chose dans ces accords. Alors, moi personnellement, je vois, tout le monde connaît qu'elle a vraiment une popularité et beaucoup de Congolais lui font confiance et tout ça. Je vous disais toujours, envoyez Maman Kaikwamba pour aller négocier. Si elle négocie, moi je vais accepter ces accords-là. Mais malgré peut-être les compromis qu'elle va faire, mais je sais qu'elle va faire des compromis qui ne vont pas amener la République démocratique du Congo à perdre. Mais dans ce cas ici, je ne vois pas la main, je ne sens pas Madame Kaikwamba. Peut-être Bassimbi s'y touche. À cause de sa popularité et tout ça. Nous connaissons, elle est inhealthy, elle est vraiment intraitable, elle est exigeante, mais dans cette histoire, moi, je ne sais pas, je vois que quelque part, elle a perdu. Alors, je vais dire ceci. Il y avait des postures avant les négociations. Il y avait la posture du Rwanda, il y avait la posture de la République démocratique du Congo. Avant, la ligne rouge était pas d'accord sans la signature, sans que le Rwanda quitte. Pas de brassage mixtage, pas d'impunité, respect de l'intégrité territoriale. Dans une certaine mesure, un peu, on a eu ça. C'est pourquoi je parle de 20%. Mais la ligne du Rwanda, c'est les accords doivent être gagnant-gagnant. Et moi, j'ai l'impression que dans ces accords, le Rwanda, et d'ailleurs même quand on parle de groupes armés, désarmement de groupes armés, mais non, comme on reconnaît les AFC M23 comme groupe armé, on va pas les désarmer. Je ne sais pas si on va les désarmer de force, mais on risque de venir désarmer les Wazalendo comme groupe armé. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que vraiment la mise en application des accords va devenir encore beaucoup plus intéressante et difficile. Mais j'ai l'impression que le Rwanda a eu 80% dans ces accords et la République démocratique du Congo a eu 20%. Alors, il y a beaucoup de sous-attendus. Je ne comprends pas tout et je n'ai pas, mais il y a beaucoup de sous-attendus. La première sous-attendue est que peut-être dans les 30 jours qui viennent, on oblige au Rwanda de sortir de la République démocratique du Congo et de faire que le AFC M23 aussi avec le Rwanda désarme. Dans ces cas-là, la République démocratique du Congo a gagné. Nous passons de 20% à 70%. Alors, ça reste maintenant les problèmes d'intégration régionale et tout ça. Et là aussi, si on négocie bien, la République du Congo gagne à 100%. Mais si il faut d'abord traquer la FDLR, il faut, après 30 jours, 60 jours, le Rwanda est toujours sur le territoire congolais. Ils ne veulent pas partir parce qu'ils exigent les accords de Doha avant de sortir. Le Congo a perdu. Alors, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, maintenant, ma conclusion est celle-ci. Ma conclusion est celle-ci. Et c'est peut-être ce qui va déranger.
la position du gouvernement était que nous, on va aller directement négocier avec le parrain du M23 AFC. C'était ça la position du gouvernement. Parce qu'une fois, si nous négocions avec le Rwanda, le AFC M23 doit partir lui aussi avec le Rwanda. Tout au moins, je suis en train un peu de paraphraser. D'où la question de savoir, est-ce que il y a encore une raison d'être des négociations de Doha? Pourquoi il doit y avoir encore des négociations de Doha si une fois on a déjà négocié avec le Rwanda? Et comme les accords ont laissé vraiment une partie belle aux accords de Doha, est-ce que les M23 AFC vont se retirer de Goma, de Bukavu et de certaines villes qu'elles occupent actuellement, sur base des accords qui venaient d'être signés? Alors, c'est pour cette raison, moi je dis, je ne sais pas, mais c'est peut-être Dr Mukwege qui l'a dit, c'est pas parce que ça vient de Dr Mukwege qu'il faut critiquer, non. Lui aussi, il a une tête à réfléchir. Il a dit ceci: les accords qui venaient d'être signés sont une récompense à l'agression rwandaise. Et c'est là où la question qui dérange, la vraie question qui dérange, pourquoi attendre tout ce temps que les gens meurent, que les femmes soient violées, que les enfants sont tués, qu'on détruise Goma, qu'on détruise Bukavu, qu'on vole tout ce que les Rwandais ont volé pour venir signer tel accord comme celui-ci? Il fallait même depuis signer et puis donner au Rwanda tout ce qu'ils voulaient. Alors, très chers frères et sœurs, je venais de faire une petite analyse. Ce n'est qu'une analyse, ça nous fait réfléchir. Je vous prie de partager cela. Je vous prie qu'on en discute. Critiquez-moi, jugez-moi, mais tout au moins, réfléchissez avec moi. Mon but, ce n'est pas encore fini. Je répète, c'est la première mi-temps. Alors, si dans la première mi-temps, on vous met des buts, on vous mène, vous pouvez tout renverser. Pourquoi? Parce qu'il y a Doha. Pourquoi? Parce qu'il y a les accords de Washington. Donc, tout n'est pas perdu. Mais nous, on doit partager, on doit vraiment partager pour que ça arrive chez les gens qui négocient, les gens écoutent, les gens expliquent. Parce que vraiment, les explications, je ne sais pas ce qui va encore venir dans les explications. Madame a déjà expliqué. Madame a déjà beaucoup expliqué. Je ne vois pas ce qui va venir, qui va personnellement m'étonner, quelque chose de nouveau. Il n'y a rien. J'ai lu les accords. Madame a dit, lisons les accords. J'ai lu les accords. Et là, elle a bien fait. Il y en a dans les départements d'État. On peut le lire. Donc, maintenant, ce que nous, on a besoin, c'est peut-être de se réveiller pour que dans les accords qui viennent, les Congos gagnent. Pour que les Congos gagnent dans les accords qui viennent. Alors, très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.